Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'OMS vient d'entériner la décision de classer le trouble du jeu vidéo, le gaming disorder, on appelle ça, on va parler de cette actualité avec vous. Pierre Taquet, vous êtes docteur en psychologie et clinicien chercheur sur ces questions d'addiction au jeu notamment, donc dont le jeu vidéo. Oui. Première question, le fait justement de parler, on peut parler désormais d'un trouble d'addiction aux jeux vidéo. En effet, le fait que l'OMS ait officialisé ce trouble du jeu vidéo, on peut en parler, mais on en parlait déjà depuis de nombreuses années. On a étudié ce phénomène depuis facilement les années 2000. Et donc, on a, si vous voulez, beaucoup de critères pour évaluer. Il y a des prises en charge qui sont également proposées pour ce trouble. Donc oui, on peut parfaitement parler de trouble du jeu vidéo. Oui. C'est une pratique donc déraisonnable, une pratique abusive du jeu vidéo. Ce ne sont pas tous les joueurs qui sont à classer dans cette catégorie. Bien heureusement, oui. La plupart des joueurs, la grande majorité des joueurs n'ont aucun problème. Cela reste un loisir parfaitement intégré à leur vie. Il n'y a qu'une infime partie des joueurs dont le comportement devient excessif et que l'on pourrait rapprocher en effet du phénomène des addictions. À quel moment on peut dire que c'est excessif? Est-ce qu'on peut quantifier en temps? Alors justement non, donc c'est un petit peu comme dans l'addiction à l'alcool, on ne va pas dire à partir de combien de verres la personne devient dans un usage pathologique de l'alcool. Ça va être pareil pour les jeux vidéo, il n'y a pas un temps de jeu pour lequel on va basculer dans l'addiction, c'est plutôt en termes d'envahissement. Envahissement sur le plan psychique, la personne va mentalement y penser beaucoup, des préoccupations par rapport à son activité de jeu, en termes d'envie irrépressible de le faire, une perte de contrôle également, en termes de temps de jeu, en termes de fréquence, les moments où on va pouvoir jouer, par exemple se relever la nuit pour jouer constamment. Également un envahissement du comportement par rapport aux autres activités. Donc on va lâcher des loisirs, lâcher la socialisation, lâcher le plan scolaire, professionnel pour le jeu. Et également une poursuite du jeu malgré les conséquences négatives. C'est-à-dire, même s'il y a des dommages par rapport à la pratique du jeu, la personne va continuer tout de même, l'envie de le faire est plus forte que la raison. Du coup, si on connaît quelqu'un qui a on peut parler de symptômes, du coup, si on connaît quelqu'un qui a ces symptômes, ou même peut-être soi-même qui nous regarde, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on se reconnaît dans ce que vous décrivez? D'abord, c'est de savoir si on a dans son entourage au moins un moyen d'en parler. On n'est pas forcément obligé de consulter à tout va. Mais c'est de pouvoir se questionner en fait sur le degré d'envahissement de ce comportement. Est-ce que mon comportement de jeu m'empêche, tout compte fait, d'avoir une réalisation sur le plan social, sur le plan psychique, sur le plan professionnel, sur mes activités? Une fois que ça a envahi l'ensemble de ma vie, je peux vraiment me questionner là-dessus. Après, il y a énormément de centres de soins qui peuvent accueillir toute personne se questionnant sur les problématiques addictives, comme l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie que l'on retrouve un peu partout sur le territoire français. Est-ce qu'il y a quand même une étape intermédiaire entre la discussion et, on ne va pas parler de traitement ni d'internement, mais est-ce qu'il y a une étape intermédiaire entre ces deux-là? Il y a bien sûr des rémissions spontanées, on appelle ça des rémissions spontanées, c'est-à-dire des personnes qui prennent conscience de leur conduite addictive et qui vont essayer par eux-mêmes de la contrôler, de la réfréner, voire de s'éloigner de la pratique un instant pour reprendre goût à la vie autrement et améliorer sa qualité de vie, soit en contrôlant mieux sa consommation de jeux vidéo, soit en essayant de s'éloigner un moment. Le fait que l'OMS ait reconnu cette addiction, qu'est-ce que ça change ? Alors, ça a à la fois des aspects positifs et certains chercheurs vont avoir certaines craintes par rapport à cette reconnaissance. Dans les aspects positifs, on va retrouver bien sûr le fait de pointer sur le plan de la santé mentale et même sur le plan politique une problématique réelle qui existe, mais qu'il va falloir
appuyé sur le plan de la recherche et de la clinique. Donc ça met en exergue un phénomène qu'il faut encore étudier. Vous le disiez, c'est une partie des joueurs, c'est loin d'être... Une infime partie des joueurs. Oui. On sait à peu près combien de pourcents? C'est très difficile à évaluer, pour la bonne raison que durant ces 10 dernières années, il y a énormément d'échelles de mesure qui ont été créées, des dizaines d'échelles de mesure, et donc selon les pays, on a des études épidémiologiques assez différentes, peu comparables, avec des taux parfois très élevés. Mais les dernières recherches parlent de 1 à 2% d'une population générale, ce qui est somme toute très faible. On rejoint les critères, le pourcentage, le taux de pathologie pour le jeu d'argent, par exemple. Du coup, donc l'OMS a reconnu cette addiction, c'est une partie de 1 à 2% à peu près, donc de joueurs qui sont addicts. Certains représentants de ce marché du jeu vidéo, un marché très, très juteux, ont écrit justement à l'OMS en leur demandant de faire machine arrière. Est-ce que c'est possible que l'OMS justement fasse machine arrière, et qu'est-ce que ça changerait? Alors l'OMS a proposé ces critères déjà il y a plus d'un an, enfin on va dire en juin 2018 particulièrement, pour pouvoir les étudier et amener la communauté scientifique à débattre autour de ces critères. Il faut savoir que ces critères ont été posés à partir de nombreuses lectures de recherche. Donc il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites dessus. Donc il semble peu probable qu'on revienne en arrière par rapport aux troubles du jeu vidéo. En revanche, je pense que l'industrie du jeu monte au créneau, plus pour ne pas amener une vision négative du loisir qu'il propose. Mais là aussi, le discours des spécialistes, ça n'est pas de dire que le jeu vidéo est mauvais en soi. Au contraire, le jeu vidéo est un loisir, le jeu vidéo permet de se socialiser, de se rencontrer, le jeu vidéo permet de se stimuler également, mais pour une infime partie de ces personnes, c'est plutôt le rapport avec le jeu qui va se modifier dans un excès et une perte de contrôle. Merci beaucoup Pierre Taquier, docteur en psychologie et chercheur sur les questions d'addiction au jeu, d'être venu sur ce plateau pour parler donc de cette addiction désormais reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous.